le but ce soir, c'est vous donner un peu des nouvelles, connecter avec vous. On va avoir la chance de répondre à des questions. Vous démontrer aussi comment la Fondation Le 6 travaille en partenariat, même à travers des tempêtes comme la COVID-19. On a été en mesure de faire des belles choses, puis grâce à vous les donateurs, et on voulait vous témoigner cette reconnaissance-là. C'est une forme différente qu'habituellement, mais sur une forme qu'on trouvait propice de le faire ce soir. Donc, on voit qu'il y a encore des gens qui s'ajoutent à la conversation. C'est le fun, c'est beau, puis ça sera également enregistré pour que les gens puissent l'écouter aussi et s'informer. Donc, juste pour vous donner une petite ordre de grandeur là, au niveau de la Fondation, de ce qui s'est passé pour nous dans notre univers à la Fondation, bien, la COVID n'a pas épargné personne. Pour ce qui est de la Fondation, malheureusement, on a eu à cesser certaines de nos activités commerciales au niveau de la Fondation. Il y a des employés qui ont été malheureusement mis à pied. On s'est retrouvé à peu près avec le tiers de l'effectif, toujours en fonction, puis le 2 tiers. Donc, c'est à peu près 60 employés. On est peut-être une vingtaine encore qui sont actifs et qui travaillent. C'est sûr que ça a été un choc pour tout le monde. Je veux remercier en fait le conseil d'administration aussi pour sa confiance. Nous, on s'est dit tout de suite en partant, on ne va pas arrêter, on va se retrousser les manches, on va essayer de faire ce qu'on peut pour aider dans une situation qui est comme ça. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a téléphoné nos partenaires du CISO, nos grands amis, puis on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et je vais vous montrer à l'écran des images ce soir qui parlent pour eux-mêmes, puis on va pouvoir les regarder ensemble. J'en ai pour peut-être un petit 10 minutes ensemble. On va pouvoir vous montrer tout en images qu'est-ce que la Fondation était en mesure de faire. Puis pour moi, c'était vraiment important de vous le démontrer. Donc, j'appuie sur le piton et si la technologie m'appuie dans ma démarche, tout devrait fonctionner très bien. Donc, cette image-là me parle personnellement beaucoup parce que c'est une des premières actions que la Fondation a fait. On s'est assis en équipe avec le conseil d'administration. On dit qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va être là pour deux choses. On va dire d'un, merci à tous nos employés, nos héros, nos anges gardiens. Et c'est le message qu'on a lancé depuis le début. Go CISO. On a utilisé ce terme-là partout. On va encourager, ils vont en avoir besoin pour passer au travers. Puis l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos donateurs de nous aider. Puis on va voir comment on peut aider à combattre le coronavirus, la COVID-19. Donc, cette image-là a été installée devant les hôpitaux de Hull et de Gatineau. Et ça se voulait aussi d'être un message concret de ce que la Fondation est en mesure de faire pour la pandémie. 3 axes qu'on a regardés au niveau de créer notre fonds d'urgence COVID-19. Donc, on s'est rapidement mobilisé avec le CISO et on a vu qu'il y avait besoin, en fait, d'aide au niveau du CISO, de pouvoir aider au niveau de la sécurité, du réconfort et donner de l'espoir. Et on va vous montrer quelles ont été ces actions-là qui ont été réalisées. Mais pour faire des actions, pour pouvoir réaliser des actions, ça prend des dons. Et naturellement, ce n'est pas facile. On ne peut pas tenir d'événements, on ne peut pas ramasser des dons comme on le fait habituellement. Mais on a été créatifs. Vous avez ici, par exemple, des petites images qui représentent un peu ce qu'on a fait. On a envoyé des lettres. Bien oui, la poste fonctionne toujours. Et les gens ont été très généreux, ont répondu à nos lettres. On a fait des appels, on a téléphoné nos donateurs. Vous avez sûrement, les gens qui sont à l'écoute, reçu un appel de la Fondation. Et ce qu'on a réalisé très rapidement, c'est que les gens voulaient aider. Et ça nous a complètement donné le vent dans les voiles et ça nous a permis de ramasser beaucoup de dons. On a aussi d'ailleurs, sur notre site Internet, reçu beaucoup de dons. Les gens ont beaucoup utilisé le don web pour faire leurs dons afin d'éviter justement la barrière qui était là au niveau de pouvoir se déplacer. L'ensemble du bureau travaille en mode télétravail. Nos bureaux ne sont pas ouverts, mais on était quand même capable de ramasser beaucoup de dons à travers ces choses-là. Justement, je veux tout de suite prendre le temps de remercier des donateurs qui sont tout à fait exceptionnels. Dès qu'on a lancé tout ça, les gens que vous voyez à l'écran, puis je veux les nommer, ces organisations-là, ont levé la main et ils nous ont fait parvenir des dons majeurs, phénoménales. Je vais prendre le temps de remercier la Fondation Choquette-Legault, M. Maurice Marois, un fidèle donateur de la Fondation, qui a levé la main, le groupe FI, Énergie renouvelable Brookfield, Evolugen, connu sous le nom d'Evolugen maintenant, M. Nicolas Tremblay, le président du groupe Junique, et M. Charles Mars. Ces gens-là ont donné énormément pour lancer le tout et pour aider. Je veux juste vous dire une très bonne nouvelle. En 2 mois, la Fondation a ramassé, on approche du 450 000 un peu plus de 430 000 en dons grâce à la générosité de la population. Et ça, c'est du jamais vu à la Fondation pour pouvoir réaliser et aider. Donc, merci. Puis je vous le dis tout de suite, merci beaucoup. C'est grâce à ces dons-là. Maintenant, qu'est-ce que ces dons-là ont permis de faire? C'est ce qu'on va voir un peu plus loin.
on a une des premières initiatives que quand je vous dis qu'on a réellement là, parlé avec le CIS, on a demandé au CIS comment on peut vous aider, une des premières choses qui a surgi, naturellement, les cafétérias dans les hôpitaux, le service de casse-croûte que la Fondation opère a été fermé. Puis on nous a rapidement dit, bien, écoutez, les gens travaillent des longues heures, est-ce qu'on ne pourrait pas leur offrir un bon petit café? Puis là, bon, on avait des défis au niveau de payer le café, l'argent, etc. Donc, la Fondation a dit, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas développer un service de café gratuit? Et on a mis ça de l'avant, on a transformé nos casse-croûtes. L'équipe du CIS avec l'équipe technique du CIS ont monté des murs dans l'espace d'une nuit, ont mis des plexiglas. On a travaillé avec l'équipe de prévention des infections pour s'assurer que le service allait être sécuritaire. Et vous pouvez voir là, les images ici, autant pour la construction qu'on a vraiment un membre du personnel ici qui vient chercher un café. On donne du café 7 jours semaine, 7 jours semaine, 12 heures par jour. C'est à peu près 1000 cafés par jour qui sont donnés à travers les 2 hôpitaux. Et c'est un service qui est vraiment apprécié. Et ça, c'est grâce aux dons qu'on a reçus, qu'on a pu créer ce beau projet-là et le financer. Autre chose qu'on est en mesure de faire, excusez-moi, je ne suis pas comme Manon, tout le monde en parle, je pense que je suis trop vite sur le piton. Le matériel de prévention, écoutez, vous vous souvenez des nouvelles, hein? On avait entendu l'appel du premier ministre qui disait, écoutez, les quantités ne sont pas nombreuses. Il y a eu un élan de générosité qui s'est fait à la Fondation. Puis, juste souligner ce soir le travail d'un homme d'affaires exceptionnel qui a travaillé, écoutez, des heures et des heures sur ce dossier-là, M. Charles Mars. M. Charles Mars a travaillé avec la Fondation pour trouver une façon d'aller chercher des masques, des visières et des produits pour aider. Nous, on s'était engagés naturellement à ramasser des fonds. Ce qu'on était en mesure de faire à la Fondation, c'est tout à fait exceptionnel. On était en mesure d'acheter plus de 100 000 masques, d'en récupérer aussi quelques centaines à travers des dons, mais plus de 100 000 masques ont été acquis, puis on les a remis au CIS de l'Outaouais. C'était un travail colossal avec des défis incroyables au niveau des transports, tout ça. Mais on a réussi et cette aide-là a été, je suis certain, très appréciée au niveau du CIS. Juste vous dire, au niveau des masques qui ont été achetés, c'est des masques de procédure. Et au CIS, selon l'information qu'on nous avait remise, il y a plus de 7 000 masques de procédure qui sont utilisés par jour. Donc, c'était très, très en besoin, puis on était heureux de pouvoir contribuer à fournir des masques. On a aussi reçu plusieurs autres types de dons, dont des visières qui sont utilisées pour protéger. Donc, pour nous, c'était important de s'assurer que nos héros, que nos anges gardiens avaient les outils de sécurité, de prévention nécessaires, pour nous donner un petit coup de main, je pense, apprécié à ce niveau-là. Vous avez ici des images aussi de gens de la communauté qui ont donné. On a l'exemple ici de l'entreprise AutoValue qui ont donné plus de 20 000 paires de gants de nitrite. Ils ont fait le tour de leur entrepôt. C'est des pièces d'auto habituellement, mais ils servent de ce type de gants-là qu'ils nous ont donné. Artists and Residence, une compagnie, enfin une entreprise bien connue qui produit habituellement plein de boissons alcooliques, ont transformé une partie de leur usine pour produire un Purell pour les mains qu'ils nous ont remis. Également, Dupont, en fait, leur usine Ford à Windsor a transformé leur chaîne de production pour produire des visières, puis ils les ont offerts aussi pour donner au CIS. Donc, je tiens à les remercier, c'était super apprécié. Une autre belle réalisation qui nous a beaucoup touché à la Fondation, on a eu un élan de générosité de plusieurs entreprises qui ont dit, nous, on veut vraiment donner un petit coup de pied, un petit coup de pouce pour aider les gens qui sont sur la ligne de front, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent à tous les niveaux du CIS. On dit, comment on peut organiser ça? Et je veux dire un gros merci à José qui a cru en nous, Mme Pillon, j'appelle José, on se tutoie, parce que c'était un projet qui n'était pas facile à faire. Ce qu'on a réussi à faire, c'est d'accepter des dons et de façon sécuritaire les remettre au changement de quart. On était dans les stationnements des hôpitaux. Quand les employés quittaient après leur chiffre en étant fatigués, souvent on leur remettait un repas, un souper. Ils partaient à la maison avec des cadeaux. On a reçu à peu près 10 000 cadeaux qu'on a redistribués la Fondation aux employés du CIS. C'est pas rien. Ça a été des distributions, il y en a encore qui ont été phénoménales. Des gens qui ont donné autant du chocolat, on a des exemples ici, qu'il y a des repas. Donc, ça a été. Et je veux juste vous dire, parce que j'ai été témoin de ça avec mon équipe, de voir la réaction des gens, nous dire merci. Des gens qui ont carrément, des fois, on voit la fatigue, on voit des fois des larmes de joie, de simplement se faire dire merci, puis on transmettait ces remerciements-là de nos donateurs aux gens. La raison qu'on a été en mesure de faire ça, c'est la générosité. On a aussi, puis c'est toujours actif sur notre site Internet, la possibilité de remplir un petit formulaire, puis on a encore des entreprises qui nous font des offres qu'on s'organise pour faire la distribution. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir qui auraient le goût de faire une telle action,
C'est simple. Allez visiter notre site Internet, il y a un petit formulaire à remplir. On prend contact avec vous, puis on regarde pour pouvoir les réaliser. Je prends une petite pause ici. Cynthia, je te redonne la parole. Absolument. Donc, j'espère que vous êtes attentifs et attentifs parce que je lance la première question. Donc, vous devriez la voir apparaître à l'écran. En moyenne, combien de masques de procédure sont utilisés chaque jour au 6 de l'Outaouais? Donc, je vous laisse le temps d'y répondre, puis on y revient un peu plus tard et j'invite Jean à enchaîner. Merci, j'allais oublier de enlever mon mute. Alors, j'enchaîne avec d'autres initiatives qui ont été faites. Une des initiatives qui nous a été demandée encore là par un besoin au niveau du CIS. Vous savez, la situation dans les CHSLD n'a pas été facile. On a eu une demande qui était quand même intéressante. On nous a demandé si on ne peut pas aider avec des produits que les gens, habituellement, les familles venaient aider, apporter des petites grignotines, des choses comme ça qui étaient très appréciées. Naturellement, il n'y a pas de visite pour les résidents. On a décidé de créer un dépanneur ambulant. Je vais vous montrer à l'écran un peu donc la fondation avec notre petite wagonnette. On a transformé notre petite wagonnette en dépanneur ambulant et on est allé livrer dans l'ensemble des CHSLD de l'Outaouais des produits. Et on fait ça toutes les 2 semaines. On a des gens qui nous envoient. On travaille avec l'équipe des récréologues, les techniciens en loisirs dans les CHSLD qui travaillent avec nous. Et puis, on est en mesure d'apporter ces petites sources de bonheur-là, de réconfort qui sont très, très, très appréciées des résidents. Encore là, grâce aux dons que vous nous avez fait parvenir, on est en mesure de mettre un beau projet. J'enchaîne aussi avec les moniteurs de chevet. C'est une demande qui nous est parvenue des équipes sur les planchers aux hôpitaux. Les gens qui n'ont pas de visite, naturellement, l'ennui, la solitude s'installe après autant de temps. La Fondation, avec le CIS, on a décidé de faire équipe ensemble et de payer pour les frais des moniteurs de chevet. En fait, c'est comme la télé câblée qui est sur ces plateformes-là, pour que ça soit gratuit, pour que les gens puissent avoir accès gratuitement pendant la durée de la pandémie. Donc, on a absorbé la facture, le CIS et la Fondation, pour pouvoir rendre ce projet-là réalisable. Ça représente à peu près 277 chambres dans les hôpitaux qui ont accès gratuitement à ce service-là. Et des tablettes, on en a peut-être probablement, vous en avez entendu parler, mais pour que les gens puissent communiquer avec leur famille, avec leurs amis, vu la distanciation qui était imposée dans les CHSLD, les hôpitaux. On a réussi à mettre la main, la Fondation, puis contribuer. C'est un appel qui avait été fait aux fondations du CIS. On a réussi à contribuer avec 30 tablettes, avec des données cellulaires. Donc, on n'avait même pas besoin d'avoir un signal Wi-Fi. Je veux dire aussi que c'est TELUS qui nous a fait ce don-là. TELUS a donné ces tablettes-là gratuitement, avec aussi des données 3G inclus pour au moins 6 mois. Pour que les gens puissent communiquer avec leur famille. Ça a eu un impact, je pourrais vous dire, phénoménal pour les patients et les résidents CHSLD. J'enchaîne sur des initiatives que la Fondation a mis en place. Comme vous pouvez voir, on a eu beaucoup d'impact, mais on a toujours besoin de vous et on a dû se réinventer et innover. Une des belles innovations qu'il y a eu à la Fondation, comme vous le savez, il y aura peu de tournois de golf cet été. Il y aura peu également d'occasions de ramasser des fonds traditionnellement, donc on doit innover. Une des choses que mon équipe a mis en place, j'en suis très fier de mon équipe, c'est la plateforme MaCollecte. MaCollecte permet à une personne qui a le goût de venir en aide, de créer sa propre collecte et que ça peut prendre la forme qu'elle le veut. Il y a quelques exemples ici à l'écran de gens qui ont dit « Moi, j'aimerais faire une collecte pour la Fondation » et qui ont ramassé des dons. Ça vous donne une plateforme où vous invitez vos amis, votre famille, ça peut être très, très grand à donner. On a par exemple les amis du Kili qu'on peut voir au centre ici. C'est des gens qui avaient gravi le Kilimanjaro il y a quelques années pour la Fondation, pour un projet de la Fondation, et ils se sont regroupés et ils ont ramassé des fonds pour supporter justement le projet en CHSLD du dépanneur ambulant. Il y a aussi un petit clin d'œil ici à ma fille Clara, qui, pour son anniversaire, qui était le 30 avril, papa a parlé de ça à l'heure du souper, puis a dit « Moi, j'embarque, moi, je fais ma collecte. » Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ma propre fille a réalisé sa collecte de fonds et elle a ramassé des fonds. Et c'est comme ça qu'on réussit la Fondation à innover et être en mesure de ramasser des fonds. Et je vous invite à aller visiter le site MaCollecte FSG. Donc, on a le lien ici à l'écran, macollectefsg.ca. Et vous allez voir, c'est très simple et on va vous accompagner aussi si vous voulez faire votre collecte. Ça va nous aider, ça va tous nous aider à avoir une belle communauté et appuyer le ciseau. Rapidement, au niveau des événements, les gens ont peut-être des questions. La marche en rose, le cyclotour, qu'est-ce qui se passe? Je me suis inscrit. Bien, écoutez, je veux juste vous dire, on ne va jamais arrêter de ramasser de l'argent à la Fondation. C'est certain qu'on ne peut pas tenir de rassemblement
mais on est en train d'innover. On va communiquer avec vous sous peu. On a un beau projet qui va être légèrement modifié. Naturellement, il n'y a pas de rassemblement, mais on a des bonnes idées et on va communiquer avec tous les membres qui sont inscrits à ces événements-là. On continue les collectes de fonds et on va vous proposer une formule qui respecte justement les consignes de la santé publique et qui va nous permettre de ramasser l'argent avec vous. Donc, à suivre, il y a des détails importants, mais je peux vous annoncer ce soir que malheureusement, il n'y a pas de grand rassemblement, mais il y aura quand même une façon très amusante, très participative de pouvoir réaliser tout ça. Et on en est très fiers. Les communications suivent au bas de courriel les gens qui sont inscrits. On accepte encore que les gens puissent s'inscrire, il n'y a pas de problème. Et c'est une belle façon de continuer d'avancer des fonds. Vous savez, la Fondation aussi travaille avec les rêves de Monique, qui habituellement fait un défilé de mode à l'automne. Bien, ça aussi, on veut vous dire qu'on n'arrête pas. Naturellement, on n'aura pas la possibilité de tenir le défilé à la salle Odyssée avec des gens dans la salle, mais on innove. Et je veux juste vous dire, encore là, ce groupe-là prépare des choses. On ne lâchera pas, on n'abandonnera pas. On a pris des engagements importants avant la pandémie, puis on va continuer d'en prendre après, d'appuyer le CIS pour des projets importants. Il y a des millions de dollars qu'on s'est engagé à ramasser et on va les ramasser. C'est chose promise. Et vous allez voir, on va se réinventer. On n'a pas le choix. Puis les dons vont continuer de pouvoir affluer à la Fondation. Je conclue sur ça au niveau de ma présentation. C'était simplement pour vous donner des belles nouvelles, des nouvelles qui me font chaud au cœur, mais de vous dire que les dons que vous avez versés ont eu un impact phénoménal. Puis, je veux vous dire un gros merci du fond du cœur. Merci, Jean, pour cette belle présentation. J'aimerais en profiter pour rappeler aux gens que vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire via le bouton Q&A ou Q&R, selon si vous avez Zoom en anglais ou en français. Et on pourra les adresser à M. Pigeon et à Mme Filion lors de la période de questions. Donc, vous êtes les bienvenus à venir poser vos questions. Je vais les lire puis les adresser à la fin. Donc, maintenant, on va regarder la réponse à la première question. Donc, en moyenne, combien de masques de procédure sont utilisés chaque jour au CIS de l'Outaouais? Donc, il s'agit de 7000 masques. Donc, vous avez répondu correctement à 64 %. Maintenant, j'aimerais vous lancer une autre question. On va partager les résultats. Vous voyez tout le monde? Excellent. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Donc, selon vous, quelle est l'initiative de la Fondation qui vous a le plus interpellé? Donc, on laisse la question ouverte et on y revient un peu plus tard et j'inviterai Mme Josée Filion à poursuivre. Merci, Jean, pour la belle présentation. Vraiment, c'est remarquable le travail de collaboration, de partenariat qui est fait avec la Fondation Santé Gatineau. Je dois commencer par mon mot de la fin, justement, pour remercier cette belle collaboration-là et bien évidemment, remercier l'ensemble des donateurs. Donc, c'est grandement apprécié. Vous dire comment le CIS de l'Outaouais a été affecté par la COVID et qu'est-ce que ça veut dire au sein de l'organisation. Bien évidemment, une grande adaptation à notre offre de service. Hein. Ce qu'on faisait comme d'habitude, on ne pouvait plus. Règles à respecter, hein, de groupe, de distanciation sociale. Est-ce qu'il y a des gens affectés par la COVID ou non? Donc, toute la création des différents corridors de circulation, la création aussi des différentes zones hein, de traitement, d'hospitalisation, nos zones froides, nos zones tièdes, nos zones chaudes, que vous entendez régulièrement parler. Donc, créer ces différentes zones-là, entre autres à l'hôpital de Hull. Ensuite, être prête à répondre aux besoins dans nos CHSLD, aux besoins. Tantôt, Jean a fait allusion à l'équipe de la direction des services techniques et de la logistique qui, en une nuit, a monté le mur justement pour être en mesure d'offrir du café aux employés. Bien, vous dire que cette équipe-là a été mise à rude épreuve parce que Dieu sait qu'ils ont dû monter plusieurs murs pour justement être en mesure de créer différentes zones puis répondre aux besoins de la clientèle parce que ce qu'on veut, c'est donner des soins et services dans un environnement qui est sécuritaire parce que on ne se le cachera pas, hein, les gens étaient inquiets. Les gens hésitaient à venir à leur rendez-vous de peur que la COVID soit dans l'installation et tout ça. Donc, on devait être réassurant à ce niveau-là. Sur l'angle de l'offre de service, tout ce qu'on a dû faire aussi, c'est un pas de géant au niveau de la télémédecine.
Hein, on le sait qu'au Québec, on avait un retard important à ce niveau-là. Je ne vous le cacherai pas, si on disait aujourd'hui aux équipes sur le terrain, aux médecins de dire bon, on ne fait plus de télémédecine, je pense que les gens seraient très peinés parce que les gens ont rapidement accès à leurs médecins, à leurs professionnels. Ça permet justement d'avoir un échange et au besoin d'avoir une visite là, en présence. Donc, c'est sûr que ça a été fort apprécié, là, tant au niveau de la population que des équipes sur le terrain. Une grande adaptation aussi pour beaucoup d'employés, tout le volet du télétravail. On le sait, ça ne fait pas partie nécessairement de nos pratiques habituelles. Les gens, hein, on est des gens de réseau santé, services sociaux, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher. Donc, la plupart des gens travaillaient dans nos installations, dans nos milieux. Donc, toute cette réorganisation-là du travail pour que les gens puissent être aussi là, en télétravail. Toutes les différentes approches, hein, je l'ai mentionné, on a besoin de se voir, de se toucher, bien, de faire des échanges en Zoom, c'est très différent. C'est sûr, quand on se connaît bien, c'est facile, mais des fois, on a besoin d'avoir un échange plus proche. Mais bon, ça fait partie des grandes adaptations qu'on doit faire. Toute la révision aussi de nos différents comités de travail, comités d'amélioration continue, nos équipes prévention, contrôle des infections, comment on revoit nos trajectoires de notre clientèle pour s'assurer que tout est sécuritaire. Donc, on devait tout mettre en place pour s'assurer justement que notre population soit rassurée et qu'on diminue l'ensemble des inquiétudes et aussi les inquiétudes auprès de nos employés parce qu'on ne se le cachera pas, eux aussi avaient un certain niveau d'inquiétude parce que, bon, la situation actuelle nous amène dans une période d'incertitude. Je parle des employés, bien, je ne peux pas passer sous silence la grande mobilisation, solidarité des employés. Les gens sont présents, sont au rendez-vous. On a même des employés qui sont allés prêter main forte à Montréal, donc je les remercie grandement, donc vraiment très apprécié à ce niveau-là. Peu importe le secteur d'activité, que ce soit des secteurs administratifs, cliniques, peu importe le type d'emploi, les gens sont en rendez-vous. Je vous dirais, une équipe qui se démarque beaucoup en ce moment par le leadership, c'est l'équipe médicale. Les gens veulent donner un offre de service à la population. Ils innovent sur différentes façons, justement, d'être en mesure de répondre aux besoins de la population. Donc, vraiment, on peut être fiers de tout ce beau monde-là là, qui travaille au sein de l'organisation. Les familles, les proches, pour eux, grande préoccupation. Hein. Imaginez-vous du jour au lendemain où vous êtes habitué d'aller voir votre proche hein, qui vit en CHSLD ou une personne qui a une condition de santé précaire qui se retrouve à l'hôpital et que vous n'avez pas accès là, à voir votre proche, c'est préoccupant, c'est inquiétant. Donc, comment on s'assure justement de contribuer à les rassurer hein, par nos appels. On a mis différents médias justement de communication, médiums de communication pour les rejoindre, sachant que les visites sont annulées dans nos CHSLD, dans nos centres hospitaliers. Donc, c'était dans nos grands défis. Hein. Vous l'avez entendu, les visites étaient autorisées dans les milieux plus pour cause humanitaire. Donc, mais les autres personnes ont quand même aussi besoin. Hein. Quand on a une condition de santé où on est malade, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous rassurer et tout ça. Puis, l'exemple tantôt que Jean a nommé, le déploiement des tablettes, bien, pour nous, a été vraiment une belle réalisation parce que justement, ça a permis de créer des échanges, des liens avec notre clientèle et leur famille. Puis, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelques instants, une personne âgée de 85 ans qui n'a jamais touché une tablette probablement de sa vie, qui quand était, il y a plusieurs années, puis quand j'étais jeune, je me rappelle où on avait de la difficulté à imaginer qu'un jour, on pourrait se parler comme ça puis se voir dans notre téléphone et tout ça. Donc, pour eux, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça crée beaucoup d'émotions parce que les gens peuvent se voir et tout ça. Donc, je tiens vraiment à souligner, là, c'est une belle réalisation et une belle fierté là, qu'on a là, envers la Fondation là, de pouvoir distribuer, entre autres, les tablettes. Donc, c'est des initiatives qui ont une grande importance, un grand impact là, sur nos familles, nos proches, nos résidents qui sont mis à rude épreuve là, dans la situation actuelle. Les téléviseurs, hein, tantôt, Jean l'a mentionné, bien ça aussi, hein, les gens peuvent moins circuler dans le milieu. Avant, les gens, bon, se déplaçaient, allaient à l'entrée principale de l'hôpital, prendre une bouffée d'air, se déplacer au petit café.
s'acheter une petite collation au café de la fondation, mais là, les gens, ils ne peuvent pas se déplacer, donc ça crée aussi un défi. Donc, d'avoir la télévision, bien, c'est une activité qui leur permet aussi là, de passer un peu le temps, hein, je vais me permettre de le dire comme ça. Les initiatives que j'ai mentionnées tantôt par rapport aux employés, je tiens vraiment à remercier grandement, je ne le dirai pas assez, très apprécié de la part des employés. On a eu à quelques occasions, Jean et moi, d'échanger ensemble, puis ils me disaient, Josée, j'ai vu des employés pleurer là, tellement qu'ils étaient contents, fatigués de leur journée, mis à rude épreuve, mais avaient un petit baume en terminant leur journée. Peu importe le cadeau qui leur était remis, c'est fort apprécié. Puis les gens, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a interpellée en me disant, Josée, c'était super le fun qu'on ait eu cette opportunité-là. On a eu des grandes discussions parce que comment on remet justement des récompenses ou des cadeaux aux employés tout en respectant la distanciation sociale. On veut éviter des déplacements, de la circulation dans nos milieux cliniques, dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, mais en même temps, on ne voulait pas arrêter les belles initiatives qu'on avait. Donc, on a brainstormé, Jean et moi, hein, quelques échanges de dire comment on fait ça, comment on s'ajuste. Donc, les choses se sont faites vraiment selon les règles de l'art, tant au niveau de la fondation que des employés. Donc, vraiment, c'est fort apprécié, un beau réconfort là, pour l'ensemble du personnel. Donc, tout le monde se sent vraiment soutenu. Hein, c'est une grande communauté comme telle. C'est sûr que les grandes initiatives aussi en lien avec les équipements, ça aussi, hein, ça a été fortement apprécié. Les masques, les visières et tout ça, le Purel, tout ce qui est les produits là, pour hydroalcoolisés, là, pour le lavage des mains. Vous vous rappellerez au début, hein, c'était un peu plus difficile au niveau de l'approvisionnement. Puis bon, on avait des échanges, ça va arriver, ça s'en vient, il y en a tant. Donc, disons qu'on a eu plusieurs échanges pour justement travailler ensemble. Hein. C'est vraiment une étroite collaboration par un partenariat. Donc, je tiens vraiment à souligner le travail exemplaire qui est fait par l'équipe de la Fondation. Encore une fois, remercier l'ensemble des donateurs. Sans vous, on n'aurait pas toutes ces belles réalisations-là. On n'aurait pas ce moment-là où Jean et moi, on pourrait souligner justement comment on est fiers de pouvoir soutenir les employés du CIS par vos dons. Remercier mon grand partenaire Jean et les grands donateurs, gens de la Fondation. Un grand merci du fond du cœur. J'apprécie. Merci beaucoup, Mme Pillon. On est vraiment content de voir que les initiatives qu'on a réalisées grâce aux dons des donateurs ont eu un réel impact là, pour non seulement les employés, mais aussi pour les bénéficiaires des soins de service. Donc, on va lancer la dernière question quiz avant de lancer la période de questions. Donc, je vous réinvite tout le monde à poser votre question dans la section Q&A ou Q&R si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse les adresser. Donc, maintenant, on aimerait voir, selon vous, quelle est l'initiative de la Fondation qui vous a le plus interpellé. Donc, il s'agit des séries. Donc, à 50 % c'est l'acquisition du matériel de protection, qui est suivi de pas très loin à 47 % du service de café gratuit pour les employés. Excellent. Je vais lancer la dernière question du sondage qui va être ouvert pendant la période de questions. Donc, quel est le niveau d'appréciation sur la façon dont la Fondation est intervenue jusqu'à présent afin de soutenir le CIS de l'Outaouais dans le contexte de la pandémie de la COVID-19? Maintenant, la période de questions est lancée et on a déjà une première question qui est adressée à M. Pigeon, qui nous provient de Mathieu. Mathieu demande, est-ce que vous avez encore besoin d'argent pour la COVID-19? Bien, la réponse est oui. On ne veut pas arrêter les initiatives tant son temps qu'on est en mesure de répondre aux besoins. On peut prendre, par exemple, juste vous donner des chiffres, là, mais au niveau du service du café, le coût est quand même élevé, pas juste de payer le café, mais d'avoir des ressources. On parle de près de 20 000 par mois là, pour donner du café. C'est grâce aux dons, c'est vraiment grâce aux dons. Puis oui, on en a amassé, mais on a toujours besoin. Puis je pense que vous pouvez voir ce soir qu'on est en mesure de faire la démonstration que les dons sont bien utilisés. Par contre, je veux aussi dire que toutes les maladies, tous les problèmes de santé, les défis sociaux auxquels la Fondation travaille étroitement avec le CIS
sont pas en quarantaine. On a des projets qui touchent le cancer, on a des projets qui touchent la santé mentale, on a des projets qui touchent la jeunesse et on veut continuer d'amasser des dons aussi. C'est toujours possible de le faire à tous les niveaux. La COVID, c'est une autre priorité d'investissement que la Fondation voulait aider, puis on va continuer de le faire tant que longtemps que le besoin est là, grâce aux dons. Merci, Jean. On a maintenant une question qui nous provient de Manon, qui est adressée à Mme Filion. Pouvez-vous nous dire quel est le moral des employés sur le terrain? Alors, ce que je dirais, le moral des troupes est relativement bon. C'est certain que les gens en ce moment ont un certain niveau de fatigue, hein, on ne se le cachera pas, depuis déjà la mi-mars où les gens travaillent d'arrache-pied et tout ça là, pour justement vaincre la COVID. Et c'est certain que dans les derniers jours, les gens ont été très ébranlés hein, avec le décès de 2 des employés, donc 2 collègues. Donc, c'est sûr que ça, c'est venu vraiment miner le climat d'équipe. Hein. Je pense qu'on ne peut pas passer ça sous silence. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui peut être insensible là, à des situations comme ça. Mais sinon, je dirais que globalement, le moral des troupes est bon. Les gens sont là, puis encore, les gens lèvent la main pour nous soutenir là, en lien avec nos grands défis pour prendre en charge la population de l'Outaouais. Merci. On a une autre question qui vous est adressée, Mme Filion, qui nous provient cette fois-ci de Stéphane, qui dit qu'il y a vu aujourd'hui dans les nouvelles concernant les 170 lits et la construction de 2 maisons des aînés. Et il aimerait savoir si vous allez faire appel à la Fondation pour la réalisation de ces projets-là. Alors, oui, en effet, on a des projets qui se retrouvent sur la liste, donc on est bien heureux de ça. Et très certainement, la Fondation Santé Gatineau sera un de nos grands partenaires dans ces grands projets pour lesquels on est très fiers. Et je vous le dirais que ça fait longtemps que Jean m'interpelle en disant « Josée, quand est-ce que tu as besoin de moi? Fais-moi signe vite. » Donc, je suis sous haute surveillance, je vais me permettre de le dire comme ça. C'est vrai. C'est vrai, je peux juste dire que c'est vrai. Je talonne Mme Filion avec cette question-là régulièrement. C'est une belle annonce pour la région, puis on va travailler avec notre partenaire, c'est certain. On a une autre question qui vous est adressée, Mme Filion. Je pense que les gens sont contents que vous soyez là ce soir. On a beaucoup de questions qui vous sont adressées. Donc, la prochaine provient de Sylvie, qui demande quelle est la situation dans les CHSLD de la région. Donc, au niveau du CHSLD Lyon-Élémont, en ce moment, au total, nous avons eu 56 confirmés COVID. De ce nombre-là, il y en a actuellement 38 qui sont encore actifs et malheureusement, nous avons eu 12 décès au CHSLD Lyon-Élémont. Comme vous le savez, la clientèle âgée est une clientèle très vulnérable qui est plus à risque. Hein. Je pense qu'on le voit aussi quand on suit les données statistiques au niveau québécois. On est en mesure de voir que c'est beaucoup nos personnes âgées qui sont affectées et qui décèdent. Au niveau de la résidence, la GAP phase 2, hein, qui est le volet de la ressource intermédiaire, 32 personnes sont affectées de la COVID. Il y en a actuellement 29 qui est actif et il y a 3 résidents qui est décédé. Pour moi, au-delà du portrait actuel, je tiens vraiment à souligner nos activités de nos équipes au CHSLD Petite Nation. On a eu une éclosion le week-end de Pâques où on était tout le monde au téléphone à s'assurer de mettre en place nos zones chaudes, notre zone chaude, tout structuré, organisé et tout ça. Et on a eu au total 7 cas COVID confirmés. La bonne nouvelle, tout le monde s'est rétabli, tout le monde est guéri et aucun décès. Donc, c'est vraiment une grande fierté de l'équipe sur le terrain à ce niveau-là. Donc, les gens sont vraiment fiers de ça. Donc, ce sont une belle fierté là, pour l'équipe sur le terrain. Alors, voilà. Merci. Une autre question pour vous, Mme Filion, qui provient de Jean. Combien d'employés sont absents en raison de la COVID et est-ce que la situation s'améliore? Au niveau du nombre d'employés absents, en ce moment, je n'ai pas le détail de cette information. Toutefois, ce que je peux mentionner au niveau du nombre d'employés qui ont été affectés par la COVID-19, donc qui ont été COVID positifs, 93 employés
ont eu le COVID-19. De ce nombre-là, 50 sont rétablis, donc ce qui représente 53% des employés sont rétablis. C'est sûr que dans les prochains jours, ce chiffre-là va évoluer positivement parce que, bon, on sait que c'est dans les derniers jours, dans la dernière semaine et demie, où on a eu une augmentation un peu plus importante du nombre de cas COVID. Donc, on va pouvoir être en mesure de voir l'évolution dans la prochaine semaine sur le nombre d'employés guéris, notre clientèle aussi en CHSLD. Donc, on est à l'aube de belles nouvelles sur de la guérison sociale. Je continue avec vous, Mme Fillon. Je pense que les gens ont beaucoup de questions pour vous. On a une question qui nous provient encore une fois d'un autre Jean. Est-ce que vous voyez une amélioration de la façon que le CISO est présenté dans les médias régionaux? Je dirais qu'on a travaillé fort là-dessus, justement, à ce que le CIS de l'Outaouais soit vraiment à l'avant-scène au niveau des médias. Peut-être vous dire que depuis le début de la crise de la COVID, on a fait 21 points de presse. Donc, c'est non négligeable comme organisation, sans compter toute l'adaptation où au début, on les faisait en présence, physiquement avec les médias. Et maintenant, on est avec la plateforme Zoom pour faire nos entrevues. Je vous dirais qu'avec l'équipe de communication, on a vraiment changé nos stratégies. On est très présent pour justement positionner les bons coups, les belles réalisations de nos équipes. Je vais prendre l'exemple aussi de Facebook où on s'est vraiment positionné à ce niveau-là. On utilise beaucoup cette plateforme-là pour informer, entre autres, la population, les employés. Et il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Peut-être vous mentionnez qu'au début de la crise de COVID, on avait un peu plus de 4000 personnes qui étaient membres du Facebook du CISO. Et maintenant, on est à plus de 10 000. Alors, c'est non négligeable et on a certains posts, permettez-moi l'anglicisme, qu'on met, donc certains statuts qui ont des portées à 150, 170 000 vues ou portées et tout ça. Donc, c'est non négligeable. Je vous dirais que le CIS de l'Outaouais, dans le contexte de la crise, s'est vraiment positionné pour justement prendre sa place, informer les gens et tout ça. C'est certain que les gens ont toujours beaucoup de questions pour avoir de l'information peut-être un peu plus détaillée, mais on a vraiment fourni l'information au fur et à mesure que pour nous, c'était possible de la fournir. Alors, bien évidemment, on s'est raffiné avec le temps, mais je peux dire qu'on est bien en place là, auprès des médias, puis on peut voir justement des beaux reportages qui sont faits avec des bons coups de la part des équipes sur le terrain. Alors, voilà. Merci. On a une question super intéressante ici qui nous provient de Daniel, qui est encore adressée à vous, Mme Fillon. Est-ce qu'une visière peut offrir une protection aux aînés qui ont de la difficulté à porter un masque? La question est excellente. Il faudrait voir dans quel contexte et tout ça là, que la visière pourrait être portée. Ça, c'est quelque chose que je vais adresser avec mon équipe d'experts cliniques. Parce qu'en effet, ça peut être une des mesures. On le voit quand on se déplace dans différents marchés, les gens portent la visière, donc ça fait partie des choses qu'on peut évaluer certainement. Excellent. On a une question anonyme ici. Est-ce que vous croyez que la réouverture des écoles a un impact sur l'évolution de la COVID en Outaouais? Pour moi, à la lecture de la question, c'est sûr que c'est difficile de répondre. Toutefois, si on écoute nos experts cliniques, il y a peu de contamination auprès des enfants et de la part des enfants. On le sait, c'est beaucoup plus au niveau des personnes, des adultes et des personnes âgées. Donc, de ce que j'entends, c'est qu'il y a peu de risques là, au niveau des jeunes et qu'il y a une contamination. Bien évidemment, la situation évolue, les analyses, les études cliniques évoluent dans le temps, donc ça demeure à suivre sur les impacts. Merci. Encore une question pour vous qui est anonyme. Trouvez-vous que le milieu des soins à domicile est oublié? Bien, pour moi, non, pas du tout. Au contraire, on a mis en place justement du soutien à domicile pour éviter que les gens se retrouvent dans nos centres hospitaliers. On a travaillé justement à ce que les équipes soient présentes sur le terrain auprès de la population.
On a donné les outils justement pour que la clientèle, pas la clientèle, excusez, et que les employés soient protégés. Donc, qu'ils aient à leur disposition dans leur véhicule, dans leur auto, l'équipement nécessaire, donc que ce soit les masques, le gel pour se désinfecter les mains et tout ça, donc les blouses. Il y a toute une mécanique qui est mise en place pour justement questionner la clientèle, savoir s'ils sont à risque d'avoir contracté la COVID pour que l'employé puisse prendre les mesures nécessaires pour faire la visite à domicile. Donc, tout est mis en place pour donner le service à domicile. Et l'adaptation des services, on parle du soutien à domicile, mais ça s'est fait dans tous les secteurs. Je vais prendre l'exemple de la direction de la protection de la jeunesse. On en parle peu de ce secteur-là, mais c'est la même chose. Les intervenants qui ont à intervenir à domicile dans les différents milieux, bien, eux aussi doivent adapter leurs pratiques et s'assurer justement d'avoir l'équipement de protection individuelle nécessaire pour ne pas se mettre à risque. Parfait. Il y a quelqu'un qui nous demande ici, Mathieu, sommes-nous prêts en Outaouais à l'éventualité d'une deuxième vague? C'est une excellente question. Maintenant, il faut une boule de cristal à savoir à quel moment la deuxième vague va arriver. Parce que vous vous rappellerez, il y a quelques semaines, on parlait de la deuxième vague septembre, octobre. On parle de la deuxième vague fin juillet, mois d'août. Alors, c'est difficile d'anticiper cette période-là. Il faut être prêt. Le CIS de l'Outaouais est prêt. On a le matériel, l'équipement, l'environnement qui est prêt là, à accueillir la clientèle. Puis, vous êtes en mesure de le constater au fil des dernières semaines. Quand on regarde l'occupation, entre autres, de notre unité de soins COVID, elle était prête. On voit qu'il y a une occupation un peu plus élevée. On a encore une grande capacité advenant que la clientèle de l'Outaouais ait besoin d'un lit sur une unité de soins ou aux soins intensifs. Donc, il faut conjuguer plusieurs choses, justement. C'est la disponibilité de la main-d'œuvre, donc s'assurer que notre personnel est disponible pour répondre aux besoins de la population. C'est certain que si on a une grande vague, bien, ça va nous amener à revoir notre offre de services dans d'autres secteurs. Ce que ça veut dire, c'est peut-être faire du délestage d'activités pour avoir une disponibilité de main-d'œuvre. Donc, ça se peut, exemple, qu'un physiothérapeute qui normalement travaille dans un secteur X soit appelé à travailler dans un autre secteur pour prêter main forte aux équipes sur le terrain parce que le besoin de la population est là. Donc, tout ça, ça demande une grande ouverture de la part des employés parce que, comme on le dit souvent, c'est une situation exceptionnelle qui nécessite justement des mesures exceptionnelles. Et le CIS de l'Outaouais met tout en œuvre pour justement être en mesure de répondre aux besoins de la population. Et jusqu'à maintenant, on peut dire coup de chapeau à l'ensemble des équipes qui sont sur le terrain, puisqu'on y répond bien. Merci. Maintenant, pour M. Pigeon, est-ce que le support fait par la Fondation Santé Gatineau est semblable à celui d'autres fondations au Canada ou encore au Québec? Très bonne question. Oui, c'est très semblable. L'ensemble des fondations en santé font partie d'une association même nord-américaine. On travaille avec une organisation qui s'appelle l'AHP, Association of Healthcare Philanthropy en anglais. Cette association-là a travaillé beaucoup à partager ce qui se faisait un peu partout, mais je vous dirais que ce qu'on a vu dans le fonds d'urgence au niveau de la sécurité du soutien, c'est vraiment les axes qui ont été faits pour l'ensemble des fondations. Plusieurs fondations ont travaillé sur les projets d'acquisition de tablettes, des équipements aussi, les EPI, les équipements de prévention des infections comme les masques, les visières. C'est sûr que c'est tout selon la hauteur de la capacité de chaque fondation, mais ça se ressemble beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a même eu un mouvement des fondations au Canada qui se sont mis ensemble pour ramasser des fonds auprès de grandes entreprises. Des grands donateurs, il y en a eu plusieurs. On peut passer à McCain, la compagnie McCain Food. Il y a déjà 11 millions qui ont été ramassés par le biais de cette initiative-là et on reçoit à la Fondation Santé Gatineau une partie des sommes. Les fonds sont remis aux fondations participantes. Donc oui, on travaille ensemble. On travaille aussi au Québec ensemble à ce niveau-là, puis c'est très similaire. Un grand mouvement pour combattre cette pandémie-là au Québec et au Canada. Maintenant, pour Mme Filion, une question qui est en deux temps. Donc, qui nous vient de Daniel. Comment pourra-t-on rattraper et diminuer le délai d'attente pour les évaluations et services de maintien à domicile? Et en un deuxième temps,
Comment pourrais-je aider ceux que j'aidais quant aux pertes cognitives et physiques perdues dues au manque de stimulation dans leur isolement? Des questions très pertinentes. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'équipe du soutien à domicile, ils évaluent les besoins de la clientèle, les besoins de la population et les services est donné là, en fonction de ces besoins-là. La sous-question qui probablement vient à ça, est-ce que 100% des besoins ou des demandes qui sont faites de la part de la population dans la région de l'Outaouais est répondu de sa façon pleine et entière? Il est fort à parier que non, parce que c'est sûr qu'il y a sûrement des activités ou des choses qui, normalement, étaient faites, n'ont peut-être pas été faites parce que, justement, on doit donner un service plus urgent et plus important à une autre personne qui est à domicile, parce que notre grand souci, c'est justement de maintenir le domicile pour éviter justement que la personne se retrouve à avoir un besoin là, dans une résidence et tout ça. Donc, ça fait partie des grands défis qu'on a. C'est certain aussi qu'on a un défi de main-d'œuvre, on ne se le cachera pas. Le besoin de ressources est très présent. Mais pour s'assurer, comme je l'ai mentionné, là, de donner le bon service à la population, il y a vraiment une évaluation qui est faite en fonction du besoin de la personne. Maintenant, comment la sous-question, la deuxième question qui était posée, c'est par rapport à comment aider les gens qui ont eu une perte cognitive. C'est certain que c'est un défi important. Il y en a pour qui, malheureusement, on pense à des gens qui sont affectés grandement de l'Alzheimer, par exemple, c'est ce qui me vient en tête. Bien, on sait que c'est une maladie qui est dégénérative, donc il n'y a pas de retour possible. C'est sûr qu'il y a d'autres clients qui, pour eux, avec une forte stimulation, une reprise des activités, il est fort à parier qu'il y aura un retour ou une amélioration. C'est sûr que c'est difficile de dire quel sera l'impact avec la reprise des stimulations parce que chaque personne, chaque individu a sa situation de santé, sa situation clinique. Alors, on travaille justement à s'assurer à ce que les gens là, ne perdent pas de leur capacité, que ce soit de la capacité physique ou mentale, parce que c'est la même chose avec tous ceux qui ont des handicaps ou une personne, exemple, qui a fait un accident cérébrovasculaire, qui doit réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Donc, on a des équipes d'experts qui, justement, sont mobilisées à faire tout ça. Donc, ça les amène à travailler aussi autrement. Tantôt, je l'ai parlé aussi de télétravail, télémédecine. Donc, comment, justement, on rejoint les gens pour faire les exercices différemment, faire des évaluations. Il y a des choses qui doivent se faire physiquement dans notre milieu, mais il y en a d'autres qui peuvent se faire autrement. Donc, des grands défis, mais c'est certain qu'on travaille fort pour justement diminuer les impacts de la COVID sur l'ensemble de la clientèle. Merci pour votre réponse. Maintenant, pour M. Pigeon, il y a Josiane ici qui aimerait savoir s'il y a d'autres sorties qui sont prévues pour les distributions auprès des employés. Bonne question. Présentement, on sort d'à peu près 3-4 semaines de distribution. Il y a 70 établissements, je ne me trompe pas aussi. On a essayé d'en couvrir la grande majorité des établissements. On a une petite équipe de bénévoles qui ont fait les distributions. On a remis, comme je disais tantôt, à peu près 10 000 cadeaux. Présentement, on a liquidé tout ce qui nous avait été donné, mais il y a des offres qui continuent d'être faites. C'est sûr qu'on travaille avec les gens parce qu'il y a une réglementation, comme le mentionnait Josée, qui a été mise en place. Ça peut seulement être des portions individuelles, par exemple. On ne veut pas que les gens pigent tout dans une boîte de beignes ou dans une boîte de pizza là, pour avoir un morceau de pizza. Ça serait un non-sens, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir bien être coordonné. Présentement, comme je peux vous dire, on n'a pas d'autres demandes encore. S'il y en a d'autres, on pourra le mettre de l'avant. Puis s'il y a des entreprises ou des individus qui veulent communiquer avec nous, c'est en remplissant le formulaire sur le site Internet de la Fondation qu'on procède ou en communiquant avec nous. Merci. Maintenant, il y a Léopold qui vous adresse une question, Mme Filion. À quand la pleine reprise des activités au niveau des hôpitaux? Donc, pour dire, à ce niveau-là, on a un comité de coordination qui est mis en place, qui est composé là, de plusieurs personnes, dont des médecins
Pour moi, c'est important que l'équipe médicale soit aux premières loges pour justement évaluer la reprise d'activité. C'est sûr que c'est un grand défi en ce moment. On a une grande intention de faire une reprise d'activité. Elle sera à différentes hauteurs en fonction des différents secteurs d'activité. Pourquoi que je mentionne ça de cette façon-là? C'est toujours sur l'angle du respect des consignes en distanciation sociale. On sait que dans nos milieux, dans nos hôpitaux, pensez 2 secondes au moment où vous êtes allé pour un rayon X dans la salle d'attente, il y avait beaucoup de monde, vous êtes collés un à l'autre, bien, vous comprendrez qu'on ne peut plus procéder comme ça. Donc, ça a un impact sur tout revoir nos façons de faire, nos procédures et tout ça. C'est sûr qu'arrive tout ça la période estivale où on doit aussi là, octroyer la période de vacances aux employés qui le méritent grandement. Donc, on a plusieurs éléments là, à conjuguer. Puis en même temps, s'ajoute la COVID ou, comme je l'ai mentionné précédemment, où on a besoin d'une boule de cristal. Donc, une reprise d'activité qui est faite, qui sera faite à géométrie variable d'un secteur d'activité à l'autre. Et au-delà de la reprise à géométrie variable, qui y aura à travers ça des vagues, parce qu'on va devoir s'adapter à la réalité de ce qui se passe quotidiennement dans la région de l'Outaouais. Donc, exemple, si j'ai un secteur qui en ce moment va à 70 % de son mode de fonctionnement, bien, peut-être que dans 2 semaines, je serai à 50 % parce qu'il y a une situation X et Y et on doit faire une adaptation de service. Donc, ça demande une grande compréhension de la part de la population, de la clientèle et de nos employés. Donc, une grande tolérance à l'ambiguïté. Hein, je pense qu'on est là-dedans beaucoup comme réseau là, dans le contexte. Alors, on est vraiment inscrit dans tout ça. Notre plan est fait. Les équipes cliniques travaillent là-dessus pour justement faire une reprise d'activité dans l'ensemble de la région. Donc, pour moi, c'est important. Parfait. Un petit peu dans le même sens, il y a Vanessa qui aimerait savoir, après la crise du COVID, est-ce que certaines mesures adoptées seront permanentes? C'est certain, on va voir quelles seront les orientations, les recommandations des experts. Je l'ai mentionné par rapport au volet de la distanciation sociale. Je pense qu'on en a pour longtemps hein, de cette consigne-là. Pour moi, tout le volet des consignes d'hygiène des mains, bien, pour moi, c'est des bonnes pratiques. Hein, c'est des pratiques qu'on doit garder. Donc, j'avais un autre élément que je voulais mentionner que j'ai perdu aussi, là, mais c'est certain qu'il y a des volets, je prends l'exemple de la télémédecine. La télémédecine où on en faisait peu. C'était pas quelque chose qui était inculqué dans nos pratiques. Ben, ça fait partie des choses qui est fort à parier, qui va continuer parce que l'équipe médicale apprécie. Ça permet à la clientèle, à la population d'avoir un rendez-vous et un rendez-vous où le médecin ou le professionnel est c'est vraiment à l'heure, hein, je vais le dire comme ça. Si vous avez un rendez-vous à 15h30, il y a une plus grande probabilité que votre rendez-vous ait lieu à 15h30 que si vous êtes dans la grande salle d'attente bondée et tout ça. Donc, encore là, aujourd'hui, je l'ai entendu comme commentaire en disant, bien, Josée, c'est le fun parce qu'on a notre rendez-vous. Puis, des fois même, le médecin appelle avant. Donc, c'est intéressant aussi là, comme pratique. Puis, ça fait partie des choses qui est fort à parier qui vont continuer. Merci. Maintenant, une question pour M. Pigeon. Qui nous vient de Alex. Vous avez mentionné que vous avez un engagement de plus d'1 million pour d'autres projets. Est-ce que c'est toujours pertinent dans le contexte actuel? Oui, bonne question. Quand je faisais allusion tantôt qu'on a des engagements, la Fondation a pris des engagements pour de multiples projets. On parle des engagements de plus de 3 à presque 4 millions d'engagements. Notre partenaire, le CIS, nous a demandé de contribuer à plein de projets très innovants, plus les uns que les autres. C'est sûr qu'avant la pandémie, il n'y avait pas de lien, mais je pourrais vous dire, puis je peux vous donner quelques exemples. À titre d'exemple, on a un projet d'aménagement extérieur pour l'hôpital Pierre-Janet. On en a un également pour les centres jeunesse de l'Outaouais. Juste prendre ça dans le contexte actuel, d'avoir des endroits aménagés extérieurs où les jeunes peuvent aller jouer, où les gens qui résident à l'hôpital Pierre-Janet peuvent avoir un endroit sécuritaire pour aller prendre une marche. Ça prend davantage d'intérêt d'avoir ces lieux-là. Et c'est des demandes que la Fondation s'est engagée avant la pandémie à lever les fonds et à pouvoir réaliser. 2 exemples parmi tant d'autres, mais c'est essentiel pour nous de maintenir ces projets-là, d'aller chercher des dons pour les réaliser.
Je pense que, en fait, tous les projets prennent un sens important. Je crois que c'est la plus grande campagne de sensibilisation au niveau de la santé qui pouvait se produire. J'ai toujours eu un caractère très optimiste dans la vie, puis j'essaie de voir la COVID comme étant un tremplin de sensibilisation au niveau de la santé en se disant, bien, il n'y a personne qui est à l'abri d'un problème de santé. On voit aussi le côté social, être touché, d'être séparé de nos proches, de revivre d'anxiété et du stress. On est très sensible à ça comme donateur. Et nous, on veut amener nos donateurs à nous aider aussi sur ces projets-là. On peut passer à un autre projet qui est un projet où on travaille présentement avec les laboratoires dans le but de réduire les délais dans l'analyse des spécimens. Si on prend par exemple l'exemple classique de quelqu'un qui est en l'attente d'un résultat d'examen, à savoir si un tissu est cancéreux, juste l'angoisse et l'anxiété d'attendre, c'est épouvantable. Et la Fondation travaille de pair avec le CIS pour acquérir des technologies qui permettent d'accélérer le processus. Ces projets-là étaient déjà dans le collimateur de la Fondation. On travaillait déjà avec le CIS et on veut continuer de le faire. Il faut que ces projets-là voient le jour malgré la pandémie. Il n'y a pas de frein qui a été mis dans notre relation entre le CIS et la Fondation en disant « arrêtez ». Au contraire, on va continuer. Ça ne sera pas facile parce qu'il faut adapter les sollicitations, il faut adapter nos façons de lever des fonds, il faut être créatif. Mais je veux vous dire, je suis entouré d'un conseil d'administration et d'une équipe phénoménale. J'ai la meilleure équipe pour remporter la Coupe Stanley, si je peux prendre une expression de hockey ce soir. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable. Et on a une communauté, c'est ça qui est le plus important, mais une communauté qui est très, très généreuse. Juste ce soir, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté de venir suivre ce webinaire-là, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Merci d'être là. Puis je suis certain que là-dedans, il y a plusieurs de nos partenaires qui ont fait des pieds et des mains depuis toujours pour amasser des fonds. Bien, il va falloir continuer comme communauté de le faire et on n'arrêtera pas. Et tantôt, on faisait allusion aux 170 lits qu'on veut ajouter, la promesse. Vous l'avez entendu de Mme Filion, hein? On va être partenaire là-dedans et on a tellement hâte. Quel beau projet qu'on attend depuis longtemps que la Fondation puisse aussi aider là. On n'a jamais pas atteint l'objectif de collecte de fonds qu'on s'est fixé. Ça ne sera pas maintenant que ça va se produire. Au contraire, on va tout faire dans la mesure du possible pour y arriver. Je pense que les gens se sentent interpellés parce qu'on a Denis ici qui dit « J'aimerais faire un don immédiatement. Comment je procède? » Ah, écoute, c'est touchant d'entendre ça. Merci à cette personne-là. Je dis à tout le monde présentement que la meilleure façon, c'est vraiment par le web. C'est sécuritaire. C'est vraiment à travers le site de la Fondation, Fondation Santé Gatineau, d'un seul trait.ca, fondationsantegatineau.ca. Très simple. Si vous recevez, parce qu'on envoie présentement le publipostage, des lettres à la maison, vous pouvez également répondre. On envoie toujours une lettre préadressée à la Fondation pour rendre les choses simples. Mais le web demeure toujours la façon la plus sécuritaire et la façon la plus rapide avec la situation. Je vous dirais que le courrier est aussi ralenti. Les dons continuent de rentrer, mais il y a un peu de délai dans les dons au niveau du courrier, mais c'est toujours la meilleure façon. On a aussi notre équipe qui fait des appels présentement auprès de nos donateurs réguliers, auprès des gens qui font leurs dons annuels. On demande à ces gens-là, en fait, de donner leurs dons présentement parce que le besoin est présent. Donc, merci à ceux qui répondent et qui disent « oui, je vais aider maintenant ». Ce que mon équipe me rapporte aussi, qui est tout à fait encore là exceptionnel, c'est que plusieurs personnes ont augmenté leur contribution dans le contexte actuel. On voit que le don moyen est plus élevé et ça, c'est un signe de générosité de notre communauté. Quelle belle communauté, la communauté d'Outaouais qui vient en aide. Je parlais avec Mme Fillon tantôt d'une communauté. Je ne sais pas si les gens ont vu le beau petit vidéo qui a été produit dont on voit Mme Fillon. Elle me disait qu'elle l'écoutait à 3 reprises parce que ça lui a. Ben moi aussi, je suis très ému quand je vois cette vidéo-là. On a une très belle communauté et une communauté généreuse en Outaouais. Merci. Pour Mme Fillon qui nous vient de Gisèle, le Québec formera des préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'il y en aura pour nous aider en Outaouais? Très certainement, nous aurons des préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD là, qui vont arriver via les nouvelles cohortes de formation. Donc, on est vraiment dans tout le processus de sélection et tout ça pour justement avoir une main-d'œuvre. Donc, on est vraiment très heureux de voir qu'on a un engouement
Là, c'est sûr qu'il faut traiter l'ensemble des demandes, mais de ce matin, de ce qu'on a entendu, il y avait près de 1300 personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour venir travailler comme préposés aux bénéficiaires au sein du CIS de l'Outaouais. Donc, on ne peut que dire bravo. Donc, il nous reste maintenant à travailler sur cette liste-là pour justement faire tout le processus pour que les gens puissent suivre leur formation. Alors, je les remercie de lever la main et de manifester de l'intérêt pour faire partie de la grande équipe du CIS. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. C'est beau avoir la solidarité. En effet. La question tire à sa fin bientôt. Il en reste une dernière qui est adressée à M. Pigeon, qui nous vient de Maryse. Est-ce que les stationnements vont rester gratuits? Ah oui, les fameux stationnements, comme vous savez, la Fondation gère les stationnements pour le CIS de l'Outaouais. À cause de la pandémie, dans les hôpitaux de Hall et Gatineau, on a des guérites. Donc, les guérites ont dû être levées parce qu'il faut appuyer sur un piton, il faut prendre un billet. Il y a un risque de contamination qui était présent. Donc, partout au Québec, là, les consignes ministérielles qui ont été données, c'était d'éviter ce genre de risque-là. La Fondation travaille de pair avec le CIS. Vous savez aussi, il y avait une date butoir en juin qui avait été annoncée par le gouvernement en place de réduire les tarifs. On travaille directement présentement avec le CIS sur la concrétisation de cette réduction-là de la tarification. Donc, ce n'est que temporaire là, au niveau du système et les choses vont être remplies selon la promesse qui était demandée. Donc, on travaille sur ça. Il y aura des annonces sans doute qui vont être faites aussi par le CIS à ce niveau-là dans les prochains jours. Mais on travaille encore de pair et on doit s'adapter aussi à la réalité. Il y a beaucoup de choses dans l'après-COVID. On parle de l'après, mais pendant le COVID aussi, il faut s'ajuster. Donc, il y aura des moyens aussi sécuritaires pour que les gens puissent se prévaloir là, des stationnements sans inquiétude et sans risque aussi. On a une autre question qui vient de rentrer, donc je pense que ça vaudrait la peine qu'on la réponde. C'est une très belle question, en fait, qui nous vient de Stéphanie. Pendant combien de temps les employés vont être gâtés avec des bons cafés gratuits? On l'apprécie énormément. C'est un petit moment de bonheur dans notre journée. Un grand merci aux donateurs et aux organisateurs aussi. Je ne sais pas si la question est dirigée à moi, là, mais j'imagine que oui. Merci du beau commentaire. Merci du beau commentaire qui est écrit, c'est touchant. Nous, on a dit qu'on allait faire ça pour une durée indéterminée. Tant aussi longtemps que les donateurs sont au rendez-vous, tant aussi longtemps qu'on a la capacité financière de supporter ce beau projet-là, on va le faire. Tant aussi longtemps que le besoin va être présent aussi, la Fondation va le faire. Pour nous, c'est une façon tangible de transmettre notre reconnaissance. Juste une petite anecdote, mais quand on donne des cafés, on met un petit collant sur le café avec un petit mot. Il y a différents messages qui ont été créés par l'équipe. Mais il y en a qui c'est merci à nos anges gardiens, merci de votre support. Puis j'ai vu des gens qui les ont apposés dans leur milieu de travail, sur leur voiture. Donc, c'est le fun. Je pense que les gens apprécient cette petite reconnaissance-là. Puis on est choyé d'avoir un réseau de santé, puis des gens comme Mme Filion et son équipe. Puis je veux profiter encore ce soir de la tribune qu'on a pour vous dire merci. On a parlé de plusieurs secteurs, mais je ne voudrais pas en oublier un, donc je ne vais pas les nommer un par un, mais vous faites un travail colossal. Je parle à Mme Fillon, plusieurs membres de ma famille travaillent au CIS de l'Outaouais, puis ça vient toujours me chercher personnellement parce que ces gens-là ne comptent pas le temps, les heures, puis le font avec une passion. Puis sans eux, je ne pense pas que la région de l'Outaouais s'en tirerait à aussi bon compte. Je pense qu'on est chanceux comme région quand on regarde les données, quand on suit les données. Notre région va bien globalement dans le contexte actuel. Et je pense que c'est un grand, grand mérite aux gens du CIS qui font un travail exemplaire. Puis merci. Merci. Donc, la période de questions est maintenant terminée et j'aimerais vous dévoiler les résultats du dernier sondage. Donc, quel est votre niveau d'appréciation sur la façon dont la Fondation est intervenue jusqu'à présent? Et vous avez répondu à 81% que vous étiez très satisfait. Donc, on est très content de cette réponse. Merci beaucoup, Mme Filion, d'avoir été avec nous ce soir, de vous être libérée pour pouvoir discuter avec nous. Merci, Jean, pour la belle présentation que vous avez faite concernant les différentes réalisations qui ont été faites dans le cadre du Fonds d'urgence.
Et merci à vous, les téléspectateurs, les webinaires spectateurs, les donateurs, les amis de la Fondation. Grâce à vos dons, on a pu faire des belles réalisations. Merci beaucoup pour ça. Mais la lutte n'est pas terminée. On a encore des grands besoins. Les projets de financement ont toujours lieu. La maladie ne prend pas de pause et on vous invite, si vous avez la capacité, bien sûr, à contribuer à nos différents projets. Donc, via le site de la Fondation, comme M. Pigeon l'a mentionné tantôt, www.fondationsantegatineau.ca. Vous allez avoir sur la page les différents projets. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous souhaite aussi la santé. À bientôt. Merci.